Bonjour, merci d'être venu ce matin. Écoutez, moi je suis le directeur général de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation intergouvernementale composée par, en ce moment, 49 États membres. Aujourd'hui, peut-être 50, parce que l'Albanie va signer l'instrument d'adhésion. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'OIV en ce jour. L'Union européenne et les États-Unis, pour notre secteur, sont les plus grands producteurs et marchés de consommation. Une quantité croissante de vin est expédiée dans le monde entier avec des problèmes importants d'émissions de carbone. Une grande proportion de vin vendu en bouteilles de verre et par la grande distribution. Alors il faut prévoir quel est l'impact d'une politique qui conduit à des législations sur les détaillants dans les supermarchés, dans la fabrication du verre, dans les emballages, dans la société de distribution et sur la production de vin également. Quel contexte? Premièrement, il convient de noter naturellement que le changement climatique et les enjeux liés aux émissions impliquent des impacts qui sont différents à des échelles temporaires différentes, le long terme, le moyen terme, le court terme. Aussi dans des échelles différentes, spatiales, non? Mais surtout, ce que nous constatons tous, ce sont des questions météorologiques, des éléments météorologiques d'une ampleur plus grande, plus importante, des périodes de gel, de grêle, d'inondation, de sécheresse, d'incendie. Tout ça, c'est vraiment ce que nous percevons. Mais ce n'est pas ça. En fait, ce sont des symptômes. Ce qui arrive, c'est que nous sommes liés à une augmentation des températures à cause de l'émission des gaz à effet de serre. Et c'est tout simple comme ça. Les enjeux pour le secteur est double. Continuer à contribuer à la réduction et à la séquestration du gaz carbone et de tous les gaz à effet de serre et développer les meilleures nouvelles pratiques pour faire face au changement climatique. Et cela signifie promouvoir toutes les pratiques liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement aussi climatique. Et le deuxième enjeu, c'est maintenir ou augmenter la valeur de la chaîne de production du secteur, d'en faire un secteur durable et résilient au changement climatique. Les consommateurs vont continuer à changer leurs habitudes et les vendeurs, ceux qui sont plus proches dans la chaîne, ceux qui sont plus proches des consommateurs, ce sont les commerçants, les détaillants, ce sont ceux qui perçoivent ces nouvelles habitudes et ce sont eux qui doivent revenir en arrière, en amont, pour, dans cette collaboration, faire une stratégie globale. Non? Donc le rôle des détaillants est très important. Ils sont au début de la chaîne de la demande et ils ont un rôle important. Pour les producteurs, je crois qu'on a pas mal fait des choses. On a identifié quels sont les éléments de la production qui peuvent être corrigés et il y a un grand effort qui est fait. Et il y a un grand engagement. L'Union européenne est un bon exemple de cet engagement avec, c'est le troisième, comme je dis, le troisième et le plus grand émetteur, le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde après la Chine et les États-Unis. Alors, dans le cadre de l'accord de Paris de 2015 que vous connaissez tous, et je le rappelle, à 2030, on avait pour but de réduire le 40%
en prenant l'état de base de 1990. Mais en 2021, on a augmenté cet engagement à une diminution de 55% en 2030 et même à avoir une situation zéro, disons balancée, de neutralité en 2050. Alors, concernant spécifiquement le secteur vitivinicole, ces engagements et ces efforts contre le changement climatique sont régulés d'une part en Europe, de la politique agricole commune et de l'autre en raison des liens étroits entre le climat et la politique agricole. Il y a cet aspect qui continue à être détaillé et, fait maintenant. On a même dans la dernière réforme de la PAC et les règlements plus précis qui en dérivent, on voit des questions que vous suivez, surtout les producteurs. Mais aussi, à niveau national, il faut prendre des responsabilités de la part publique, mais aussi privée. On peut citer, surtout dans cette politique, la question des sols. C'est un très bon exemple pour le secteur agroalimentaire et surtout dans le secteur vitivinicole, parce qu'on a une façon de travailler et d'avoir des résultats sur la séquestration de carbone. La question de la séquestration de carbone par les sols agricoles est particulièrement débattue dans les politiques publiques de l'Union européenne. Et en effet, c'est un indicateur, on le prend comme un indicateur de la santé des sols qui s'inscrit dans la volonté générale de certaines réglementations de réduire les émissions anthropiques de carbone et d'augmenter le potentiel des puits naturels de carbone. Et là, on a pris, nous, un engagement majeur sur ça, comme je vais vous l'expliquer. En Australie, je vous ai parlé un peu de l'Union européenne, mais en Australie, il y a aussi un engagement du secteur, dans le secteur vitivinicole, qui s'appelle le Emission Reduction Fund, ERF, qui donne aux agriculteurs une obligation de résultat pour augmenter la teneur en carbone du sol. Et cette augmentation est ensuite mesurée avec précision par échantillonnage, conduisant à la création de crédits de carbone échangeables sur le marché volontaire de carbone. Cependant, il existe une grande incertitude quant au financement de ces projets en raison de la faible valeur des crédits carbone et de l'incertitude des résultats. Bon, la question du financement, elle revient tout le temps. Vous l'avez vu à la COP27, ça a été une des questions centrales. C'est le coût. Comment résoudre la question du coût? En Autriche, un pays, je prends l'Autriche parce que même en étant un pays de l'Union européenne, ils ont une politique très précise, le programme Humus, qui donne une obligation de résultat pour augmenter la teneur carbone des sols. Et dans ce cas, elle est financée par le secteur privé. Une grande liberté dans les pratiques est laissée aux agriculteurs, mais il y a une forte dimension pédagogique, et ça c'est aussi très important, de partage d'informations. Donc, les atouts de la filière vitivinicole comme culture pérenne, c'est d'avoir le sol comme un puits de capture du CO2 et aussi, très important, le sol comme un écosystème de biodiversité. Ça, il faut tenir compte de ça. Et comme nous avons les terroirs, qui est à la base de notre identification de produits, c'est facile à faire le lien terroir, caractérisation du sol. Et ça, disons que c'est en même temps un grand atout du secteur. Il existe aujourd'hui donc un fort consensus sur l'importance des ressources du sol dans la lutte contre le changement climatique et les problèmes environnementaux. La dégradation des sols est l'une des principales sources des
d'émissions de des gaz à effet de serre. Le secteur vitivinicole et en particulier l'OIV a établi des engagements sur ce sujet, on le verra plus tard, et des collaborations avec d'autres organisations pour promouvoir des pratiques viticoles durables qui améliorent la santé des sols et en même temps pourraient répondre aux enjeux environnementaux comme la biodiversité, je viens de le dire. L'OIV a adopté 2 résolutions liées à la gestion durable des sols. Il y a des recommandations que nous avons émises récemment sur la valorisation et l'importance de la biodiversité microbienne dans un contexte vitivinicole durable et une guide que nous avons aussi approuvée pour la mise en œuvre des principes de viticulture durable. Nous travaillons actuellement sur des actions comme l'agroécologie en viticulture, la biodiversité fonctionnelle dans les vignes et les alternatives à l'utilisation d'herbicides dans la vigne. Toutes ces actions visent à promouvoir une gestion durable des sols et accroître la santé des sols et contribuent directement et indirectement à lutter contre le changement climatique. Et en même temps, nous avons signé aussi une convention avec le 4 pour 1000, qui est aussi un partenaire important pour nous. Bon, est-ce qu'il y a des opportunités pour le commerce mondial du vin de faire partie de la solution? Ben, oui. Le problème, c'est ce financement, non? En France, je vais attirer votre attention sur le label bas carbone en France, qui est une démonstration de cette collaboration publique-privée, surtout avec les coopératives. C'est un nouveau type de mécanisme qui a été développé par le recours au marché volontaire de carbone et la participation du secteur privé au financement de pratiques améliorant la séquestration de carbone. Et c'est, comme je dis, un modèle hybride entre le public et le privé. Le secteur public fournit un cadre de législation et de certification des projets et aussi une méthodologie. Et de l'autre côté, le secteur privé, pour compenser une partie de ces émissions, achète des crédits carbone aux agriculteurs, viticulteurs qui ont mis en place des mesures de séquestration. Bon, pour que ce système fonctionne, il faut avoir des critères qui sont des critères pour être efficaces. Un critère d'additionnalité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une augmentation de cette séquestration, de mesurabilité et de pérennité. C'est-à-dire que le carbone séquestré doit être mesurable et doit perdurer dans le temps. C'est une durée définie en plus par un contrat. Le critère de vérification, l'ensemble du projet doit être auditable et vérifiable. Et le critère d'exclusivité qui garantit les crédits carbone qui sont générés doivent être uniques et ne peuvent pas faire l'objet de plusieurs transactions et de décomptes. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle, je ne sais pas maintenant si ça fonctionne. Bon, il y a toutes ces choses, il faut les essayer. Dans ce contexte, non, nous sommes en ce moment, allons regarder ce qui est un peu l'avenir. Nous avons, du point de vue géopolitique, nous sommes en permanente crise, c'est-à-dire la crise du changement climatique, elle incorpore des petites crises, que ce soit le Covid, la grosse moyenne crise, disons, de la guerre de l'Ukraine. Ce sont des questions qui font changer cette politique. La PAC, elle est conditionnée à ces questions aussi pour l'Union européenne, et pour le reste des politiques agricoles vont être aussi changées de ces éléments de contexte, non? Mais, disons, pour avoir
une dynamique sociétale autour de la protection du sol. Et bon, pour avoir, je célèbre ici, il y a une représentante de Moët Hennessy, je crois qu'elle va intervenir, et c'est le cas par exemple d'une initiative sur la santé des sols dans laquelle on a assisté. Le secteur privé se mobilise, mais aussi le secteur public. Et parfois, une va plus vite que l'autre. Mais il faut avoir un modèle de financement hybride public-privé. Ça, c'est très important. Il y a une nécessité pour qu'il y ait des clés de succès dans l'avenir, même si on a ces problèmes géopolitiques et tout ça, il faut continuer à penser que nous avons besoin d'une meilleure connaissance des coûts de transition. Un effort de la recherche est nécessaire dans ce sens, un effort de recherche pour connaître nos coûts de transition. Le financement doit être adopté à ces coûts, parce qu'on ne peut pas payer tous les coûts. Les pays aussi ont des coûts différents. Ça, c'était à la COP27, c'était un élément aussi à considérer. Il y a un déséquilibre entre certains pays et les autres. La diversification des sources de financement pour l'opérateur doit être accessible, des subventions, des crédits de carbone et peut-être d'autres, des crédits. On a vu des possibilités aussi de recourir à un financement privé. Et naturellement, il faut avoir un pilotage des obligations qu'on adopte. Non? Une nécessité d'une méthodologie, une nécessité d'éviter les déplacements des émissions, parce que parfois ça arrive, non? On ne peut pas faire que les choses bougent. Et une nécessité de règles de communication très strictes pour éviter de double comptage des réductions des émissions. Et aussi, très important, dans ce financement aussi, de prévoir la formation des acteurs et pour la co-création de méthodes, parce qu'il faut que les participants soient aussi des proposants. Non? En conclusion, et je termine ici rapidement, il existe une prise de conscience générale de l'importance des sols comme capteurs et une langue politique sur cette question, notamment en raison du fait que les sols peuvent agir comme un puits de carbone majeur. Il reste que la traduction pratique de cette prise de conscience n'est pas encore effective. Et l'OIV a obtenu, cette année, je l'ai dit, je crois, après 2015 où on a fait la première démarche, le statut à la COP27 d'observateur. Et avec ça, nous, jusqu'à présent, on a travaillé beaucoup à l'OIV pour les échanges d'informations entre les délégations des États membres sur les enjeux autour des terroirs viticoles. Des travaux aussi très importants ont été entamés par la Commission viticulture. Et je vous ai dit quels étaient les résultats. Et dorénavant, on a un groupe d'experts qui s'appelle le groupe d'experts Sustain pour assurer la transversalité et multidisciplinarité de l'action. Elle est le groupe peut-être pilote de tous les restes des groupes d'experts, parce que à cause de cette transversalité, en raison de la forte demande de la filière vitivinicole, l'OIV souhaite travailler sur des indicateurs de qualité des sols viticoles. Ça, c'est des mesures, des indicateurs. Et enfin, nous avons mis en place un système de bourse dédié aux tests liés au sol en partenariat avec l'initiative 4 pour 1000, mais aussi avec un très important financement de certaines entreprises. Alors le secteur privé aussi participe de ce financement. Alors, je ne cesse de dire que le secteur de vitivinicole, qui est un petit secteur économique, si nous le comparons avec les grands secteurs de l'énergie, du transport,
Et du point de vue agricole, il n'occupe que le 0,5% de la surface arable du monde, et par contre très responsable en vertu de sa grande visibilité, d'une grande capacité de communication que nous avons. Si on compare avec d'autres denrées alimentaires, avec d'autres produits agricoles, pour des caractéristiques intrinsèques de rapidité et d'efficacité du passage du message. Nous sommes très fiers de cette capacité d'arriver aux consommateurs, beaucoup plus rapide que d'autres secteurs. Et ça, ce sont des avantages, mais en même temps, ils nous engagent. Nous avons cette structure économique qui est très caractéristique et qui est fortement résiliente, très, disons, fragmentée, très atomisée, mais résiliente et adaptable. Mais ça, l'analyse de ça nécessiterait une autre conférence sur l'adaptation. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. On va accueillir la table ronde sur le même sujet. J'accueille Julie notre modératrice. Bonjour tout le monde, allez-y, venez. Installez-vous comme vous pouvez. Hop là, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la table ronde sur la décarbonation de la filière viticole. Donc, un sujet technique, techno, un peu. Le mot peut faire un petit peu peur. Et justement, l'objectif de cette table ronde, c'est d'expliquer ce mot et de faire en sorte que tout le monde comprenne de quoi il s'agit exactement et dans quelle mesure vous êtes concerné, etc. Alors pour ça, la WineTech a rassemblé 5 experts que je vais vous présenter. Donc rapidement, moi je m'appelle Julie Reusch, je suis journaliste. Donc nos 5 experts que je vous présente. Alors nous avons Jeanne-Marie Voigt, responsable de la stratégie climat et carbone du CIVB, l'Interpro des vins de Bordeaux. Nous avons également Mehdi Besbes, responsable de la filière vin et spiritueux chez Adelph, organisme en charge de la gestion des emballages. Alors nous avons 2 entreprises qui produisent du vin. Donc la start-up OE, représentée par son CEO Thomas Lemal, et une autre start-up qui s'appelle Moët Tennessee, donc représentée ici par Noélie Genevet, directrice des affaires publiques en France. Et enfin, nous avons un expert des bilans carbone et des stratégies d'adaptation au changement climatique, Jean-Yves Villemotte du cabinet Carbone 4. Voilà. Alors, on a plein de questions, on a 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions à la fin, donc gardez-les dans un coin de votre tête. On va commencer par une petite question d'emblée, on va rentrer dans le sujet. Monsieur Villemotte, expert des bilans carbone, allez-y. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi on est là ? Pourquoi il faut parler de décarbonation ? C'est quoi les enjeux finalement de ce sujet ? Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis principal chez Carbone 4, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la transition climatique. Sur les enjeux, alors on en a déjà parlé lors de la keynote. C'est vrai qu'on parle beaucoup de changement climatique, de plus 4 degrés à la fin du siècle. Ça va être important, ça va être catastrophique, etc. Pour se donner une idée de l'ampleur de ce dont on parle, moi j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et par exemple, il y a 20 000 ans, lors du dernier ère glaciaire, donc le film L'âge de glace, on voit à quoi ressemble l'Europe.
il y avait plus d'1 kilomètre de glace au nord de l'Europe. On pouvait aller en Angleterre à pied parce que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc un climat totalement différent, où on peut à peine faire vivre 100 000 personnes, vu les conditions agricoles en Europe. On ne fait pas pousser du vin dans ces conditions. Et l'écart de température entre cette époque, il y a 20 000 ans, et on va dire juste avant qu'on commence, nous, humains, à changer le climat, c'est plus 5 degrés. Donc, plus 5 degrés, ça fait changer, alors l'Europe parce qu'on l'a bien en tête, mais tout le monde de façon vraiment drastique. Et encore une fois, les conditions de survie de notre population à 8 milliards aujourd'hui sont possibles parce qu'on a le climat qu'on a aujourd'hui. Et donc la question, bien sûr, c'est de le garder vivable. Et donc quand on va à plus 4 degrés, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais on peut voir que l'ampleur du changement, c'est pas juste j'enlève un pull. Et voilà, c'est pas juste plus 4 degrés partout tout le temps, c'est beaucoup de choses qui bougent, la température, mais aussi les précipitations, le niveau des mers, etc. Donc l'enjeu, il est là, c'est maintenir un climat vivable où on pourra continuer à bien vivre, bien manger et bien boire. Pour ce faire, l'origine du changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Là-dessus, il n'y a plus de débat, les scientifiques le disent. Et donc, c'est principalement lié à l'énergie. Il y a aussi d'autres facteurs, la déforestation, l'usage de... ça peut être aussi d'engrais. Mais on va dire les 2 tiers de nos émissions sont liées à la consommation des énergies fossiles. Pétrole, gaz et charbon. Et donc pour ce faire, il faut arriver à limiter nos consommations de ces énergies fossiles et les autres facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça qu'on appelle la décarbonation. C'est passer de l'économie actuelle qui utilise beaucoup de ces énergies et qui déforeste, etc. Et donc qui rajoute des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui provoque le changement climatique. Il faut passer de cette économie-là à une économie décarbonée où on arrive à se passer notamment de ces énergies fossiles et de ces autres facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des scénarios de décarbonation. Bien sûr, on ne passe pas de on est carboné à zéro carbone. Donc il y a des trajectoires, on vise la neutralité carbone en 2050. 2050, ça paraissait loin il y a quelques temps, maintenant c'est dans 30 ans. Donc 30 ans pour changer totalement le sang de notre économie, puisque l'énergie c'est le sang de notre économie, c'est ce qui permet de faire fonctionner toutes nos machines, nos tracteurs, nos camions, nos usines. Et ben voilà, on a 30 ans pour faire tout ça. Donc l'enjeu il est là. Et la décarbonation, c'est arriver à se mettre sur ce chemin qui nous emmène vers la neutralité carbone et qui permet de garder un climat vivable et désirable. Voilà, ça pose les enjeux de la conversation. Est-ce que vous pouvez quand même nous définir le concept d'empreinte carbone? Parce que c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui couramment, mais voilà, c'est toujours bien de redéfinir pour vraiment avoir les idées claires là-dessus. Tout à fait. On vit dans un monde où, pour agir sur un problème, on aime bien mesurer le problème, donc avoir un indicateur, dire où on est aujourd'hui et avoir un objectif de où on doit être demain. Et l'empreinte carbone, c'est ça sur cet enjeu climatique. Donc en gros, on a un indicateur, c'est la tonne de CO2 équivalent. On rapporte tous les gaz à effet de serre au CO2, qui est le gaz principal, et donc on a des équivalents pour dire le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre, on le transforme en CO2. Donc on a cette tonne de CO2 équivalent. Et donc sur une entreprise, une organisation, un produit, on peut compter toutes les émissions de gaz à effet de serre dont on a besoin pour faire ce produit. Dans le cas de la production d'une voiture, par exemple, on va prendre l'extraction des minerais de fer, etc., la fabrication des tôles, la fabrication des pneus, etc., l'assemblage et l'utilisation de la voiture sur sa durée de vie. Pour le vin, on y viendra juste après, mais donc c'est la même chose. On regarde tout ce dont on dépend et c'est important de se dire, c'est pas qu'une vision de responsabilité, c'est-à-dire c'est pas à moi de faire tout le chemin, je dois aussi travailler avec mes fournisseurs, avec mes clients, parce qu'on regarde toute la chaîne de valeur et souvent une entreprise n'a pas tous les leviers. Et il y a une coopération qui doit s'opérer pour qu'on arrive collectivement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, l'idée c'est, on a un chiffre en tonnes de CO2, c'est ça une empreinte carbone, on identifie où sont les sources d'émissions, donc ça peut être chez nos fournisseurs, ça peut être sur mon transport, mon transport de personnes, mon transport de marchandises, etc. Ça sert à deux choses. D'une part, identifier ces leviers de réduction, donc où je suis aujourd'hui et comment, ces émissions, je dois les réduire dans le futur. Donc se donner des objectifs sur ces différents postes. Ça sert aussi d'analyse de risque, puisque dans un monde qui doit se décarboner, là où j'ai des grosses sources de CO2, je me dis que je peux avoir des problèmes. Donc par exemple, on a le gaz naturel, dont on parle beaucoup en ce moment.
Ben voilà, c'est un sujet. Réduire sa dépendance au gaz naturel, c'est pas qu'un sujet climat, c'est aussi un sujet de, on sait que le gaz, on le produit de façon limitée, il y a des questions géopolitiques derrière, et si j'arrive à me passer de ma consommation de gaz naturel, je peux faire d'une part des économies financières, mais aussi devenir plus résilient, parce que demain, je ne dépends plus d'autres pays où la situation géopolitique n'est pas forcément très stable. Donc il y a une question, on va dire, d'impact sur l'environnement, et donc réduire son impact sur l'environnement. Et là aussi, c'est un objectif collectif de maintenir cette terre désirable, mais il y a aussi un objectif, on va dire, plus personnel pour l'entreprise, plus égoïste, qui est d'être plus résiliente pour demain affronter des contraintes qui peuvent venir soit du marché, soit aussi de la réglementation. Donc la réglementation pourrait pousser à réduire ces émissions. On va en parler de la réglementation aussi. Alors, à Bordeaux, justement, le sujet de la décarbonation, vous l'avez pris en main, on va dire, depuis pas mal d'années, 2007, je crois, c'est ça, avec aujourd'hui des objectifs précis pour 2050. Donc, Jeanne-Marie Voigt, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces objectifs et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Voilà. Bonjour à tous et merci de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet passionnant. Donc effectivement, je vais parler de Bordeaux, mais il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à la viticulture de manière générale. À Bordeaux en particulier, et comme dans d'autres régions viticoles, on s'est attaqué à ce sujet du carbone depuis un certain nombre d'années parce que ça s'inscrit aussi dans des démarches nationales et internationales, comme l'a expliqué M. Roca tout à l'heure. Et notamment en 2007, nous avons réalisé notre premier bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'était la mesure de notre empreinte carbone, comme vous venez de l'expliquer. Nous avons mesuré nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la filière sur tout le process de production et de commercialisation d'une bouteille de vin. Donc depuis l'achat, la production des matières premières, leur transport jusqu'à une propriété ou un négoce, la fabrication du produit du vin, le transport jusqu'au client final et ensuite la gestion de la fin de vie de la bouteille et de tout ce qui va avec, le bouchon, les étiquettes, etc. Donc on a mesuré les émissions de gaz à effet de serre de tous ces éléments-là. En 2007, c'est notre premier bilan carbone. C'était pour avoir un point de départ sur les actions qu'on va mettre en place en suivant pour réduire nos émissions. On a réalisé 2 autres bilans carbone en 2012 et en 2019 pour voir où est-ce qu'on en était de cette évolution de ces émissions de gaz à effet de serre. Et notre dernier bilan carbone 2019 nous indique une réduction de nos émissions de 34% depuis 2007. Donc au global, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. D'un point de vue global, on a largement entamé notre réduction. Évidemment, il y a énormément de travail encore à faire. Et on s'est fait accompagner d'ailleurs de Carbone 4 pour réaliser ces calculs et d'un deuxième cabinet, Greenflex, pour construire cette fameuse trajectoire de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on avait nos 3 photos, nos 3 bilans carbone de notre empreinte. La question, c'est comment on s'inscrit et quel objectif on se fixe à horizon 2050 pour rentrer dans une stratégie bas carbone qui est nationale ou autre. Pour essayer d'atteindre cette fameuse neutralité carbone, en tout cas y contribuer. Donc le cabinet Greenflex nous a aider à construire cette trajectoire et nos objectifs à 2050, c'est de réduire de 74% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2007, parce que notre point de départ, c'est 2007. Comme vous le disiez tout à l'heure, 2050, c'est à la fois loin et pas loin, donc on s'est quand même mis un point d'étape à 2030 qui est un peu plus concret et réaliste, et donc là, on espère réduire de 54% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc pour y arriver, on s'est évidemment appuyé de nos professionnels de la filière parce que c'est eux qui ont la connaissance du métier, qui ont la connaissance des contraintes, de leur réalité. Donc on a fait des groupes de travail avec nos négociants, nos viticulteurs, nos partenaires, nos fournisseurs, des transporteurs, des énergéticiens, toutes les personnes avec qui on travaille, avec qui nos professionnels travaillent au quotidien. On a fait des ateliers thématiques et on essaie de faire ressortir des actions prioritaires pour agir sur ces émissions. Et on a 5 thématiques qui ressortent. 4 qui concernent la réduction des gaz à effet de serre et une qui concerne la séquestration. Les 4 axes sur la réduction, elles sont principalement liées au verre et en conditionnement, c'est-à-dire réduire le poids du verre, augmenter le nombre de bouteilles légères utilisées par rapport aux bouteilles lourdes, puisque globalement, plus une bouteille est légère, moins elle va émettre en CO2 en termes de fabrication et de transport. On va également naturellement travailler sur le transport, c'est mécaniquement lié. Plus on transporte de bouteilles et d'emballages, plus on va mettre de camions sur la route ou de cargos dans les mers et donc émettre. Donc ce sont deux thématiques intimement liées. On va également travailler sur l'énergie, que ce soit l'énergie des bâtiments, tout ce qui est isolation thermique, tout ce qui est apport en électricité ou en gaz naturel ou autre. Énergie des bâtiments, des process,
et des équipements, que ce soit les tracteurs, tout ce qui va dans les vignes, etc. Donc on va réfléchir à des véhicules électriques, pourquoi pas, avec toutes les contraintes que ça représente. Remplacer le fuel par une autre source d'énergie, des choses comme ça. Et le 4e point, c'est sur les immobilisations. Immobilisation bâtiments et matériel. On va réfléchir en termes d'investissement à optimiser ces investissements et les amortir sur une période donnée pour que économiquement on s'y retrouve, mais aussi si on les entretient bien, ces équipements et ces bâtiments, on émette moins de CO2. Donc il y a tout un travail un peu particulier là-dessus. Ça, c'est notre priorité, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, pour essayer d'atteindre ou de participer à atteindre cette neutralité carbone, on va essayer de séquestrer le carbone en parallèle. Alors je fais juste un petit focus, c'est qu'il y a une différence de pas de temps entre les deux. La séquestration, c'est du long terme, c'est-à-dire on va planter une haie ou planter de l'herbe dans les vignes, mais elle ne va pas séquestrer tout de suite du carbone. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir à long terme. Par contre, dès qu'on va faire une activité, on va émettre immédiatement du CO2. Donc c'est pas parce qu'on va séquestrer qu'on va pouvoir compenser tout de suite nos émissions. C'est deux choses à avoir en tête. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer les différents bilans carbone que vous avez fait pour toute la filière, ce que vous avez appris en faisant ces bilans carbone, et on peut peut-être rentrer un petit peu dans les chiffres, expliquer en fait d'où vient ce carbone qui est émis, quels sont les postes vraiment qui pèsent lourd dans ce bilan, et quels sont ceux qui finalement sont peut-être moins lourds que ce que vous aviez imaginé au départ. Voilà. Alors il y a plusieurs réponses à cette question. C'est que nous, effectivement, on a réalisé un bilan carbone, une empreinte de carbone à l'échelle de la filière, donc d'un point de vue collectif. Et pour réaliser ce calcul, on s'est appuyé sur des données individuelles de nos professionnels. Donc ceux qui ont bien voulu participer nous ont fait remonter leur consommation d'énergie, leur compteur électrique, leur facture d'eau, enfin pas d'eau, mais leur facture de gaz, le poids de leurs bouteilles, le nombre de bouteilles achetées sur l'année concernée, etc. Donc d'un point de vue individuel, on a des panels complètement différents, des profils complètement différents. Il y en a qui vont beaucoup émettre sur la partie bouteille parce que d'un point de vue marketing et pour leur marché, ils ont besoin ou ils ont choisi en tout cas d'avoir des bouteilles lourdes. Donc ces personnes-là vont avoir des postes émetteurs de gaz à effet de serre importants sur la partie emballage et sur le transport aussi. Pas nécessairement sur les consommations d'énergie parce qu'ils auront peut-être fait des investissements l'année passée sur la pose de compteurs à toutes leurs machines pour optimiser leur consommation. Ils ont peut-être investi sur des thermorégulateurs pour contrôler la température de manière plus efficace, alors que d'autres propriétés qui avaient peut-être moins de moyens se sont investis plus sur une réflexion, sur une optimisation de l'achat des bouteilles et ils n'ont pas du tout traité l'aspect énergétique, par exemple. Mais quand même, pour bien se représenter sur une filière comme Bordeaux, qu'est-ce qui, en termes de proportion, en fait, oui. quand il y a la partie production, la partie packaging, marketing, commercialisation, la partie transport, oui. Comment ça se répartit tout ça finalement? Alors en termes de chiffres, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, la partie transport, à l'échelle de la filière en 2019, elle représente 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est assez conséquent. Et il faut savoir que, par exemple, le fret aérien, c'est 30%, donc le transport des bouteilles par avion, c'est 30% en termes d'émissions, alors que ça représente en termes de volume 0,4%. Donc on a un très faible volume qui émet énormément. Donc là, on a par exemple une piste à travailler. Levier. Comment ? Un gros levier Exactement, qui va être long à mettre en place, mais là on a une piste intéressante. Pour la partie emballage et verre, on est sur 34%. Donc là, on a plus d'un tiers de nos émissions qui sont liées à l'achat et au transport de toutes nos matières premières, le verre, carton, caisse bois quand il y en a, bouchons, etc. Et la partie verre en tant que telle, c'est 21%. C'est assez conséquent. Ok, et la partie production, qu'est-ce que finalement le fait de produire du vin, donc je sais pas, je pense aux tracteurs dans les vignes, etc. Ça pèse combien tout ça? On n'a pas distingué, à l'échelle de la filière encore une fois, on n'a pas distingué les cœurs les métiers en tant que tels, puisque nous on considère le produit dans son ensemble. Après, il faudrait individuellement, il faut que ça garde du sens aussi. Individuellement, à l'échelle d'une entreprise, ça a du sens parce que la personne va pouvoir agir à l'image de son entreprise sur ce qu'elle estime être prioritaire. À l'échelle de la filière, ça a un petit peu moins de sens puisqu'on est sur du collectif et il faut qu'on identifie sur la chaîne de valeur. Ouais. En fait, ce qui est valable pour la filière n'est pas forcément valable dans le détail pour chaque domaine et chaque type d'entreprise. Exactement, il y a faut des nuances, que chacun prenne ce qui le concerne, ce qu'il pense le concerner, ce qui peut être mis à sa hauteur avec les moyens qu'il a, les finances qu'il a, l'organisation qu'il a, etc.
Ok, gros chantier. Oui. Quand même, ce que je retiens de ce que vous expliquez, c'est quand même l'importance de la partie emballage, marketing, commercialisation, qui est finalement, et transport, qui est finalement quand même plus lourd en termes de carbone que la production en elle-même, quoi. Le métier de vigneron, on va dire de base, faire pousser du raisin, le transformer en vin, en fait, c'est pas ça qui pèse lourd dans le bilan carbone. Ça pèse aussi, la partie énergie pèse. Alors si on a la partie énergie dans les vignes, c'est-à-dire le passage des tracteurs, on va consommer du fuel. Et là, je crois de mémoire qu'on est sur 15% de nos émissions, donc ça reste conséquent. Il faut qu'on travaille sur l'optimisation du nombre de passages dans nos vignes. Ça veut dire réfléchir sur quel traitement je vais utiliser et à quel moment, sachant qu'on est soumis quand même aux aléas climatiques et que parfois il n'y a pas le choix. Il faut traiter pour sauver la production. Donc voilà, ça fait partie des éléments de décision. La partie énergie sur la partie production, pour vous répondre, elle est conséquente aussi, mais là on parle d'électricité des machines, des choses comme ça. Donc c'est pas les postes les plus importants, mais ça reste quand même des leviers d'action. Oui, donc tous les leviers sont importants. On peut travailler sur toute la chaîne. Faut travailler sur donc c'est 360 degrés Oui. quand on parle de bilan carbone. Alors, Monsieur Besbès, on va quand même parler un peu d'emballage parce que c'est quand même un gros morceau du bilan carbone de la filière viticole. Cette bouteille en verre à usage unique, je précise bien pour que ce soit, voilà, qu'on ne fasse pas de confusion. Tout le sujet du packaging du vin, c'est clairement un des leviers de la décarbonation de la filière, quelque chose que la filière ne pourra pas évacuer. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le poids de cette bouteille en verre à usage unique? Et peut-être une explication pour nous expliquer pourquoi ça pèse si lourd finalement dans le bilan carbone. Pourquoi ça pèse si lourd? Bonjour et merci d'abord pour cette invitation. Quelques mots pour présenter Adelph. Adelph, c'est un éco-organisme, c'est une entreprise privée à but non lucratif qui a été créée par la filière des vins et spiritueux depuis maintenant 30 ans de cela. Et dans notre quotidien, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à se mettre en conformité vis-à-vis d'une obligation environnementale qui est inscrite dans le Code de l'environnement, une obligation d'être en règle vis-à-vis de la responsabilité élargie des producteurs. Donc c'est quoi la REP en fait? C'est un principe qui dit que tous les metteurs en marché d'emballage qui vont générer de produits ou d'emballages qui vont générer des déchets se doivent de trouver une solution à la fin de vie de ces emballages-là. Donc notre mission à nous, c'est vraiment de mettre en conformité l'ensemble de nos clients et d'organiser la collecte, le tri et le recyclage des emballages en France. Pour revenir à la thématique justement de ce gisement d'emballage. La bouteille. Et la bouteille, justement. Pour arriver, en tout cas, aujourd'hui, il y a une grosse volonté de décarbonisation de la filière, de neutralisation de l'impact environnemental de la filière des vins et spiritueux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on regarde les différentes ACV qui ont été menées par les différentes interpros régionales, eh ben, le post-emballage, c'est le poste qui génère le plus d'émissions, entre 30 à 40% en fonction des régions. Et pour justement arriver à réduire ce poste-là, il est essentiel de mettre en œuvre certaines actions pour... Mais pourquoi ça pèse aussi lourd en fait? Expliquez-nous, cette bouteille en verre, c'est quoi son problème? C'est son poids. Le problème de la bouteille, c'est avant toute chose son poids. Réellement, aujourd'hui, c'est les choix marketing qui sont faits par certains vignerons, certaines grosses entreprises, se font par rapport au poids de la bouteille, malheureusement, pour adresser d'abord certains marchés, certains consommateurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette bouteille, elle pèse trop lourd. C'est quoi les poids? Vous avez des Alors, en matière de gisement, nous, le poids idéal, ce serait... On gère le périmètre emballage national, ce qui fait qu'on a une vision globale de tout ce qui est mis sur le marché par rapport à tous les matériaux d'emballage, que ce soit du verre, du papier carton, de l'aluminium. Et sur tout ce gisement-là, aujourd'hui, ce qui est mis sur le marché, c'est 5,3 millions de tonnes, ce qui est assez considérable. Et sur ces 5,3 millions de tonnes, vous allez avoir 50% de ce tonnage qui est attribué au verre. Et sur ces 50% de verre mis sur le marché national annuellement, il y a 78% qui revient aux emballages des boissons alcoolisées, donc dans la filière des vins et spiritueux. Donc autant dire qu'aujourd'hui, on a une forte responsabilité vis-à-vis de ce tonnage qu'on met sur le marché, et on se doit de trouver des solutions pour réduire ces volumes et ces tonnages.
Les solutions, c'est quoi? C'est des bouteilles plus minces, plus légères Alors, c'est des bouteilles plus minces, plus légères, effectivement, mais quand on parle de solutions vis-à-vis de l'emballage, c'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? C'est en fait intégrer l'impact environnemental de l'emballage au moment de sa conception. En gros, en tant que responsable marché vin et spiritueux chez Adelph, ma mission, c'est justement de sensibiliser l'ensemble de mes clients à l'éco-conception, et ça passe par différents axes. Le premier axe, ça va être la réduction. Comment réduire le poids de mon emballage? D'abord, c'est la chose la plus facile à faire. Ça peut être également la suppression d'éléments d'emballage. Se dire, aujourd'hui, je mets sur le marché un emballage, potentiellement, il est inutile. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Donc, qu'est-ce qu'un juste emballage? La réduction ça passe également par le réemploi. Parce qu'on sait que si on réutilise une bouteille, c'est une bouteille qui est réutilisée, donc c'est une bouteille neuve en moins qui est mise sur le marché. Autre grand axe qui est très important également, l'intégration de matières recyclées. Il faut savoir que pour 1 tonne de matière recyclée utilisée, c'est 623 kg de CO2 économisés. Donc là également, il faut que les entreprises se fixent des objectifs ou en tout cas challenge leurs fournisseurs pour garantir un taux, que ce soit de calcin pour le verre ou de papier recyclé, dans leurs emballages minimum. Et puis, il y a encore d'autres axes, mais typiquement l'information du consommateur et l'incitation au geste de tri, ça reste des axes qui sont très importants, puisque si le consommateur ne fait pas le bon geste de tri, malheureusement, il y aura très peu de chances que son emballage soit collecté, trié et valorisé par la suite. Beaucoup de questions à se poser au moment de choisir sa bouteille. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, ce soit si simple que ça, mais c'est un autre sujet. Peut-être qu'il y aura des questions après. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, Monsieur Besbès, au niveau réglementaire, où on en est? Et s'il y a des évolutions à prévoir, des interdictions de certains types d'emballages, des incitations à aller vers certains types de... voilà, juste pour qu'on sache ce qui va se produire là, si vous avez quelques infos. Alors, en matière réglementaire, il y a eu beaucoup d'évolutions ces 2 dernières années suite à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il faut savoir que c'est une loi qui est venue un peu chambouler le contexte autour de l'économie circulaire. Et donc, par rapport à notre filière, on a notamment de nouvelles obligations qui sont entrées en vigueur, notamment pour le réemploi. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, on a des objectifs collectifs d'atteindre un taux minimum d'emballage réemployé à mettre sur le marché, 5% en 2023 et pour atteindre les 10% en 2027. Donc c'est assez challengeant. Il faut savoir que nous, côté Adelph, nous accompagnons l'ensemble de nos clients pour atteindre ces objectifs-là. Et nous allons déployer un financement pour les aider, que ce soit pour financer des études, que ce soit pour investir sur des démarches de réemploi. Autre grand pilier réglementaire, autre nouvelle obligation réglementaire qui s'impose à nos entreprises, l'élaboration de plans de prévention et d'éco-conception. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les entreprises qui sont soumises au principe de la responsabilité élargie des producteurs se doivent d'élaborer un plan de prévention et d'éco-conception. C'est quoi? C'est un plan qui a pour objectif d'accroître l'utilisation de matières recyclées, d'accroître la recyclabilité de ces emballages et de réduire justement l'utilisation de ressources non renouvelables. Donc, côté Adelph, pareil, nous accompagnons l'ensemble de nos clients justement pour élaborer ce plan-là. Et nous avons élaboré une trame qu'ils peuvent reprendre et nous sommes en train de travailler sur un plan sectoriel assez facile sur lequel ils pourront s'inspirer. Et dernier grand levier également, dernière grande nouveauté d'un point de vue réglementaire, l'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales. Aujourd'hui également, pour les grandes entreprises, pour celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros annuellement, à partir de 2023, c'est une obligation de mettre à disposition des consommateurs des informations en lien avec la recyclabilité de son emballage, en lien avec l'incorporation de matières recyclées, la réemployabilité et également des primes et pénalités auxquelles sont concernés leur emballage. Et ce sera des informations à renseigner en dématérialisé sur leur site internet. Ok, on est prévenu. Merci. Alors, on va passer côté production. Voilà, très concrètement, quand on met du vin
à disposition sur le marché, les questions qu'on se pose quand on est dans un objectif de décarbonation. Thomas Lemal, donc vous êtes le CEO de OE, néo-négociant éco-responsable, hein, c'est comme ça qu'on doit vous présenter. Vous voulez cocher toutes les cases en fait d'un vin éco-responsable. Le sujet de la décarbonation, c'est un des sujets, mais pas le seul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, ça passe par quel choix, en tout cas sur le volet décarbonation, en fait, concrètement, c'est quoi un vin décarboné en fait Oui, merci pour cette question et merci pour cette invitation. Effectivement, on est une marque de vin engagée, parfois je dis activiste aussi, on veut être activiste à 360 degrés sur les sujets de biodiversité, mais aussi carbone et aussi sociaux. Et sur le sujet carbone, on a commencé petit. En fait, tout l'enjeu et la difficulté, c'est de se mettre en mouvement et commencer à rentrer dans cette dynamique-là. On a commencé petit en enlevant la capsule sur nos vins. Il y a des millions de capsules qu'on met sur le marché qui ne sont pas recyclables. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et bien, évidemment, tous les bouchons, le papier, les encres, on a tout passé au végétal, au recyclé, au naturel. Les bouchons viennent de chênes, de liège français, etc. Mais rappelez-nous quel volume on fait 300 000 bouteilles cette année, en gros. Donc ces premiers éléments assez faciles à changer, on les a tout de suite changés. Et après on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est quoi le next big move? Et là on s'est dit, comment est-ce qu'on peut rendre possible la consigne? On voit que dans le bilan carbone, 50% du bilan, en gros, c'est le sujet de la bouteille. Et donc comment on peut lancer la consigne et le réemploi? Et donc là, pareil, nous on est à Lyon, on a commencé petit avec des petites épiceries locales, lyonnaises, on a commencé à détricoter tout ça. On se dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, la filière vin n'est pas structurée pour ça. Et pour autant, on voit maintenant que c'est possible, on voit que d'autres acteurs s'y mettent et ça a vraiment du sens. Depuis combien de temps Ça, c'est il y a 3 ans. Et maintenant, on le fait avec de grands acteurs, on fait la consigne nationale. Et donc la consigne en 2 mots, donc on a tout un schéma logistique qui nous permet de récupérer les bouteilles, ou bien nous on les récupère, ou bien d'autres acteurs plus locaux les récupèrent. Et plus ce sujet plus les volumes seront conséquents et plus organiquement l'ensemble sera optimisé. Et donc les chiffres que donne l'ADEME sur la consigne, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins et 51% d'eau en moins. Et donc quand on voit rien que le gain énergétique, quand on voit l'explosion de l'énergie, déjà aujourd'hui, cette année, une bouteille réemployée, au-delà de son bilan écologique génial, déjà est moins chère qu'une bouteille neuve. Et maintenant qu'on a la consigne qui est faite, on essaie de la déployer évidemment au maximum avec chacun de nos partenaires, eh bien on a lancé le zéro déchet, donc on livre des partenaires en casier, coiffe consignée, et donc il n'y a plus de carton, plus de film plastique, plus de scotch, plus d'encre sur les cartons, et on voit que tout ça c'est possible. Sur toute votre production, vous y arrivez? Non, parce que à chaque fois, nous, on essaie de pousser nos partenaires à le faire, mais il faut qu'en face, ils soient OK pour gérer des casiers, changer un peu leur mindset, changer leurs opérations aussi. En tout cas, chacun de nos partenaires, on essaie de les éveiller à ces sujets-là, leur expliquer le pourquoi, quelle cause on veut servir, quels sont les enjeux et comment concrètement on peut le faire ensemble. Et donc, on devient un vecteur d'engagement aussi, au-delà du vin qu'on va vendre, un vecteur d'engagement pour nos partenaires pour changer la donne aussi dans leur process. Et on arrive à le faire petit à petit avec de plus en plus d'acteurs. Dans les obstacles que vous avez rencontrés sur tous ces choix que vous avez faits, en fait, qu'est-ce qui reste c'est quoi les obstacles que vous n'arrivez pas encore à surmonter? Est-ce que c'est des obstacles plutôt techniques, économiques, ça coûte cher, vous n'avez pas encore les moyens, ou c'est plutôt des obstacles, on va dire, culturels, des habitudes à changer? Enfin, voilà, Ouais. qu'est-ce qui manque encore pour... Le premier obstacle qu'on a eu, mais qui n'existe plus, c'est le côté économique. Parce que d'ores et déjà, on voit que pas de capsule, on gagne quelques centimes. Pas de carton, on gagne des centimes. La bouteille réemployée, maintenant, coûte moins cher que la bouteille neuve. Donc, économiquement... Il doit bien y avoir des surcoûts quand même à un moment, sinon tout le monde ferait ça, non? Tout le monde devrait le faire parce que vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Et les surcoûts qu'on a eus, c'est de rendre tout ça possible, d'essuyer tous les plâtres. C'est ce travail-là, ce chantier-là qui génère des surcoûts. Vraiment, honnêtement, et en plus on est en France, il y a beaucoup d'aides, comme vous mentionnez, l'ADEME aide aussi, donc s'il y a des surcoûts, vraiment il y a des leviers pour ça. Le point de blocage qu'on a, c'est vraiment mental, c'est vraiment les habitudes qu'on a, c'est la capsule.
je ne veux pas l'enlever parce que pour moi, un vin, il a une capsule. C'est recevoir mes vins non en carton, mais en casier. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'ai pas la place, alors qu'en fait, je l'ai, mais mentalement, je me dis que je ne l'ai pas. C'est plutôt ces schémas-là que nous, on essaie de casser quelque part, ou d'expliquer, montrer les solutions et montrer tout l'enjeu. Et c'est des petits mouvements, mais qui engagent chacun dans la chaîne logistique. C'est très logistique comme sujet. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience quand même sur la filière depuis que vous vous êtes lancé, il y a une évolution? Oui. Nous, vraiment, il n'y a pas une semaine où on n'est pas au téléphone avec un vigneron, avec différents acteurs ou avec nos partenaires pour les aider, pour contribuer, pour changer la donne. Et en même temps, c'est passionnant. Nous, on n'a pas de problème à recruter. Je vois qu'il y a un vrai sujet de recrutement en ce moment en France. On n'a pas de problème à recruter. On voit qu'il y a de la joie dans l'équipe. Enfin, c'est très humain aussi ce que je dis. Mais tous ces bénéfices-là, ils sont à la fois économiques, écologiques, mais aussi très humains, très plein de bon sens. Il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est dans une banque éthique. Et donc ça aussi, ça joue sur le côté carbone. Enfin, tout ça, c'est très cohérent. C'est tout un mouvement qui est puissant et je vois que la filière vin bouscule aussi, bascule de ce côté-là quand même. Je crois que vous avez une bouteille là, montrez-nous une bouteille décarbonée. J'ai là la bouteille, oui, donc il n'y a pas de capsule. La bouteille, c'est vraiment le standard. C'est un des freins aussi dans la filière vin, c'est que effectivement pour que la consigne puisse se faire, il faut que ce soit standard. L'étiquette provient de papier recyclé, issu de déchets. Toutes les encres sont végétales, naturelles. Le bouchon est naturel de chêne français. C'est la même bouteille pour toutes les appellations, en fait, toutes les régions. C'est la même bouteille. Alors, il y a la bourguignonne et la bordelaise. Et nous, on a réussi à réunir tous les acteurs du réseau consigne en France pour justement statuer sur un format. L'idée, c'est que cette bouteille, nous, on embouteille à Lyon, mais que si on l'envoie à Nantes, elle soit lavée à Nantes et réemployée par un viticulteur près de Nantes, qui lui peut l'envoyer à Marseille, qui sera réemployé à Marseille, et de créer justement une certaine intelligence collective là-dessus, quoi. Je pense qu'on aurait pu faire 45 minutes juste sur la consigne. On va parler d'une autre entreprise, d'une autre échelle. Donc, OE 300 000 bouteilles. Vous, c'est un peu plus, je pense. Moet Hennessy. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous représentez à l'échelle de la filière viticole française? Et du coup, pour qu'on mesure bien l'impact, quand on parle de l'impact, le bilan carbone de la filière française viticole, ce que vous pouvez représenter là-dedans et du coup, quel levier vous incarnez aussi? Bonjour à tous. Donc Moet Hennessy, c'est la branche vin et spiritueux du groupe LVMH. Moet Hennessy compte 26 maisons de vins tranquilles, de vins effervescents, mais aussi de spiritueux. Si on regarde la France, on est présent dans 3 régions, en Champagne, à Cognac et puis en Provence. Et en Champagne, nous avons 6 maisons. Mercier, Moët-et-Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Tempérignon et Krug et une joint venture avec Armand de Brignac. On représente environ 20% des volumes de la Champagne, ce qui fait environ 70 millions de bouteilles. Donc, notre échelle, bien sûr. Mais en Champagne, on est également producteur. On a environ 1700 hectares. Donc, on connaît aussi le métier de la vigne, même si ça ne suffit évidemment pas à produire l'ensemble de nos besoins en matière de raisin. On est présent en Provence, je le disais aussi, avec le château du Galoupé et le château d'Esclans. Et aujourd'hui avec l'annonce avec une prise de participation dans le château de Minuti. Et puis à Cognac, c'est aussi un métier de la vigne. Donc même si ce n'est pas le sujet de la table ronde, c'est important pour nous puisque à Cognac, on produit à base de raisin, bien évidemment. On est aussi présent partout dans le monde avec Estates & Wines et Chandon dans 8 pays, les États-Unis, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, la Chine, etc. Voilà. Donc pour nous, en fait, Ruinart 1729, Hennessy séculaire. Si on regarde Ruinart 1729, Hennessy 1765, etc. Donc on est gardien d'un certain héritage, d'une certaine histoire de nos produits, avec lesquels on travaille tous les jours, qui sont importantes aussi dans notre communication, qui sont importantes pour nos consommateurs. Comme on est des gardiens de cet héritage, on essaie toujours de garder cet équilibre entre faire perdurer notre activité économique, bien sûr, et de l'autre côté, le respect de l'environnement, le respect de la terre, qui est très important à nos yeux également, et qui nous emmène donc à prendre des engagements de responsabilité sociale de l'entreprise, dont la question de la décarbonation.
Alors justement, vous avez une stratégie de décarbonation, vous avez même des objectifs. Alors moins 50% sur l'empreinte carbone de toute l'entreprise, donc ce que vous venez de nous décrire, d'ici 2030. C'est Oui. demain 2030, hein, donc Eh oui. Merci. c'est très très rapide. Alors j'imagine votre stratégie, ça doit être un sacré pavé comme ça de plein de pages, mais est-ce que vous pouvez nous résumer c'est quoi les grands axes de cette stratégie? Comment vous allez faire pour réduire de 50%? Est-ce que ça va être des choses très très visibles, vraiment des changements stratégiques radicaux, ou est-ce que c'est plutôt plein de petits détails d'organisation finalement? Comment ça va se passer? Oui. Donc effectivement, c'est pas un sujet qu'on a découvert hier. Le sujet du carbone, je crois que nos entreprises ont été pionnières en France pour la réalisation de bilans carbone à toute fin des années 90. Voilà. Et donc c'est un sujet qu'on regarde depuis la fin des années 90 et sur laquelle on a commencé à agir sur un certain nombre d'aspects que Jeanne-Marie a évoqués tout à l'heure, un petit peu immédiat sur la réduction de l'énergie, enfin de la consommation d'énergie par exemple, sur la construction des bâtiments aussi en s'imposant des normes telles que haute qualité environnementale, etc. pour s'assurer que dans la durée, nos bâtiments vont répondre aux enjeux de demain sur les questions de carbone en particulier, et tout un tas d'autres sujets, bien évidemment. Cet engagement que vous mentionnez, c'est un engagement qu'on appelle SBTI, c'est un engagement auprès du SBTI, qui est le Science Based Target Initiative, qui couvre effectivement l'ensemble de nos scopes 1, 2, 3, et qui est un engagement en valeur absolue. Donc c'est-à-dire qu'on a cette obligation, comme le disait M. Wilmot tout à l'heure, d'aller travailler avec l'ensemble de nos partenaires, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on a la maîtrise, sur lesquels on peut agir, on a envie de dire, plus facilement, intuitivement, on a l'impression que ça va être un peu plus immédiat. Et puis de l'autre côté, on travaille avec nos partenaires viticulteurs, à qui on achète du raisin, par exemple. On travaille avec les verriers, on travaille avec tout un tas de personnes dans l'écosystème pour s'assurer qu'on va pouvoir effectivement répondre à cet objectif ambitieux de réduction de 50% à 2030. Très bien, merci beaucoup. Alors, le temps passe, donc voilà, on avance, mais j'aimerais savoir, en fait, question libre, répond qui veut, qui se sent de répondre. Comment, en fait, la décarbonation, enfin une entreprise viticole ou un autre d'ailleurs, s'engage dans la décarbonation? Comment, en fait, aujourd'hui, c'est valorisé tout ça? Est-ce que ça doit être intégré à un moment dans des cahiers des charges d'appellation ou d'autres labels type bio, HVE, etc. Enfin, concrètement, est-ce que aujourd'hui la décarbonation, c'est quoi? Comment on explique ce qu'on fait, etc. Comment on le valorise? Voilà. S'il y a des labels associés à ça, comment? Expliquez-nous. La question... Pour l'instant, nous, on le fait surtout à l'échelle de l'entreprise avec des plans d'action qui sont basés sur nos bilans carbone, et ce qui a déjà été dit auparavant. Le but, c'est vraiment de s'approprier l'ensemble des éléments et de travailler sur l'ensemble du périmètre, pas à pas, pour faire ce qui est le plus pertinent pour notre entreprise. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous, on en est surtout... C'est interne, en fait. C'est pas quelque chose... C'est interne. Alors, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent se jouer ailleurs également, mais à ce stade, chez nous, c'est surtout interne. Je voudrais juste compléter, je n'ai pas connaissance de certification précise sur le carbone, même si c'est des éléments qui existent dans certaines certifications. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on communique sur le produit nécessairement. Par contre, c'est quelque chose qui vient du consommateur de plus en plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est peut-être quelque chose d'anecdotique, dans le sens où dans un rayon de supermarché, le client ne va pas nécessairement chercher une mention carbone. Par contre, de plus en plus, il cherche des mentions environnementales au sens large. Mais demain, ce sera certainement un critère de choix incontournable. Et je pense que si on ne va pas dans cette voie par conviction ou autre, demain, ce sera quand même indispensable dans le sens où on pourra perdre des marchés à cause de ce critère-là. Et c'est de plus en plus vrai. Je ne connais pas l'échelle, ça va peut-être prendre du temps, mais ça va venir du consommateur aussi. Peut-être une réponse pour OE, nous on n'arrive pas à le valoriser dans des labels, etc. un peu figés, mais on le valorise dans notre communication où notre leitmotiv c'est l'engagement et toutes nos actions d'engagement. On essaie d'engager nos partenaires aussi avec nos possibilités, nos propositions, et donc tout ça on essaie de le dire avec une grande transparence, et justement on croit vraiment que
le consommateur, au final, valorise ça, lui, dans son acte d'achat, parce qu'on voit de plus en plus, en tout cas la jeune génération, veut acheter des produits où elle connaît le producteur, elle connaît la transparence de la marque derrière, toutes ces actions dans le détail, y compris dans le détail du carbone, de la banque ou des aspects sociaux, parce que c'est là-dedans que la jeune génération, en tout cas, trouve du reflet, quoi. Juste pour abonner sur tout ce qui a été dit, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de certification, de label qu'on peut utiliser sur la réduction de son empreinte environnementale. Maintenant, il faut faire très attention puisque les allégations environnementales deviennent très encadrées d'un point de vue réglementaire. Et il est même, je pense, interdit aujourd'hui de communiquer sur la neutralité carbone d'un produit ou d'un emballage. Il faut faire très attention à cela. Autre point également que j'aimerais souligner, c'est que c'est justement l'attente des consommateurs. Nous, côté Adelph, nous avons mené une étude Shopper en 2021 qui, justement, abordait la perception des consommateurs vis-à-vis des emballages. Et au sein de cette étude Shopper, il est ressorti que 75% des consommateurs attendaient que ce soit les entreprises et les marques aient des actions de réduction de l'empreinte environnementale des emballages. Donc réellement, l'attente, elle est là, elle est très très forte et les consommateurs cherchent en tout cas, font attention à ça de plus en plus. Et en matière de mise en avant justement des emballages éco-conçus ou de réduction d'empreinte environnementale, côté Adelph, nous avons initié depuis maintenant 4 ans un concours justement, qui permet, vu qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de moyen de communication à proprement dit soit très pertinent, il y a un concours qui existe, en tout cas, chez nous, qui permet de mettre en avant toutes ces démarches environnementales de nos clients. Donc ça fait aujourd'hui 3 ans que ça existe. Cette année, on vient de lancer la 4e édition. Et lors des précédentes éditions, justement, il y avait une maison Runard qui avait remporté un prix justement d'éco-conception pour la seconde peau de Runard. Et puis, voilà, donc c'est un concours qui est ouvert à toutes les entreprises. Il y a 2 catégories, les moins de 30 employés et les plus de 30 employés par entreprise. C'est vraiment pour donner la chance aux plus petits comme aux plus grands de pouvoir participer et mettre en avant leur démarche. Et il y a en fait un jury de professionnels qui va sélectionner les meilleures démarches d'éco-conception liées à l'emballage. Très bien, merci. Peut-être juste un point additionnel. Non, on a parlé de l'aspect consommateur, bien sûr, c'est important. J'en vois un autre, c'est l'aspect marque-employeur, et c'était un peu signalé chez vous aussi. Les jeunes qui finissent leurs études aujourd'hui veulent des entreprises, des projets qui portent du sens, et donc avoir une vraie démarche qui montre cet aspect positif de réduction des impacts sur l'environnement. Ça attire aussi des talents. Bon point. Alors, c'est le moment des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Sinon, ouais, alors... Allez-y, je ne sais pas si... Bonjour, j'avais une question sur le poids de la bouteille. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, de réduire le poids de la bouteille pour permettre de réduire justement l'impact carbone. Et hier, il y avait une intervention sur la consigne et la réutilisation des bouteilles. Et en fait, ça a créé... ça m'a pas mal perturbé parce que la personne qui en parlait disait que pour réutiliser une bouteille, il fallait justement ne pas trop réduire le poids de la bouteille pour permettre en fait son réemploi, son lavage et avoir tout ce process de réutilisation. Et donc d'un côté, on nous dit de réduire le poids de la bouteille pour réduire l'impact dans un cas de recyclage au final. Mais si on va dans un contexte de réemploi, on nous dit de ne pas trop réduire le poids de la bouteille pour conserver une certaine rigidité de la bouteille. Et du coup... c'est quoi le poids idéal, quoi? Du coup, c'est quoi le poids idéal et comment on fait en fonction du choix qu'on fait dans l'utilisation de la bouteille. Vous êtes producteur? Non. Je suis consultant, mais, d'accord, ok, non. Mais j'essaye de trouver les bonnes réponses aussi. Très bien. Alors, peut-être... alors, je ne sais pas qui... Je pense que tout le monde là est capable de répondre. Allez-y. Oui, sur cette question du poids, en fait, si on prend one shot, un envoi d'une bouteille, un transport, évidemment, si elle est plus légère, c'est mieux. Sauf que j'ai l'impression qu'il faut quand même penser le produit dans... Est-ce qu'on peut parler chiffres? Parce que plus légère, moins légère, etc. Oui, pardon. Selon où on se place, c'est la pas... bouteille la plus légère pèse 430 grammes et le réseau consigne propose plutôt des 530 grammes. Et une bouteille lourde, elle peut monter jusqu'à 800 grammes à peu près. 700 grammes. Il y a une marge. Oui, il y a quand même une marge. Et on reste dans les bouteilles parmi les plus légères, y compris dans celles du réseau consigne, mais qui ne sont pas absolument les plus légères, effectivement, parce que le verre enregistre les coups et plus il est fin, plus vite la bouteille va se casser.
Donc, Donc le poids idéal, c'est quoi? C'est autour de 500 grammes en gros. autour de 500 grammes, c'est le poids idéal. C'est à la fois assez léger Enfin, pour voilà, et en même temps on peut la laver. En fait, c'est le poids idéal si on est dans une boucle de consigne et de réemploi qui est construite. Si c'est du verre perdu, one shot, bah, le poids idéal, c'est absolument le plus léger possible. Tout l'enjeu, je pense, c'est vraiment d'instaurer ces boucles de réemploi localement et que ce schéma-là puisse rendre possible la consigne qui est le schéma idéal. C'est ce schéma-là qui soit l'idéal et pas le poids de la bouteille en tant que tel. Ouais, non, juste pour revenir à les émissions, ce qui compte, c'est vraiment la fabrication du verre, hein, donc les fours qui montent à très haute température pour produire le verre. Derrière, bien sûr, il faut le transporter, et plus c'est lourd, plus il y a d'émissions. Mais donc c'est vrai qu'il faudra éviter de perdre les derniers grammes qui vont faire qu'on va casser la bouteille et qu'on va devoir la refondre une nouvelle fois et donc la recycler, pas la réemployer. Hein, donc c'est vrai que ça vaut le coup de rester sur des bouteilles suffisamment solides parce que c'est vraiment la fabrication qui va émettre le plus. Sauf si on prend l'avion, mais ça, on a dit qu'on bannissait. Je veux ajouter un petit sujet ici, mais très important. C'est que parfois, on est incapable d'arriver à cette réduction parce que la bouteille n'est pas un conteneur de transport, mais c'est le produit même. C'est-à-dire, il y a des vins que dans le cahier de charge, il faut avoir 3 ans en bouteille. Alors, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez le vin avec la bouteille. La bouteille fait partie du produit final. On peut chercher aussi le même exemple pour les vins mousseux. On ne peut pas avoir un vin mousseux dans une bouteille légère. Parce que c'est le produit qu'on achète, c'est la bouteille. Ce n'est pas le vin dans la bouteille. C'est-à-dire le produit fait partie, la bouteille fait partie du produit final. Et c'est ça, si on regarde le volume global de vin produit dans le monde, ces exceptions que vous venez de citer, est-ce que c'est vraiment... oui, il y a toujours les exceptions, mais il y a aussi quand même beaucoup de vin. En termes de valeur, ça peut être très important. Mais en termes de volume, puisqu'on parle de volume, de bouteilles... On peut penser aussi que c'est peut-être, je ne sais pas, on peut pour vous indiquer ça en termes de volume, mais c'est une tendance à avoir la bouteille aussi. Enfin, il y a aussi, on va à l'envers parce que le consommateur demande toujours plus de poids. C'est à l'envers de ce qu'on a besoin de faire. Ça, c'est aussi une question de marketing. Là, il faut casser la tendance, c'est vrai. Le consommateur aussi va devoir changer ses habitudes, c'est ça? Exactement. Mais il y a certains produits qu'on ne peut pas penser à une réduction. Mais on aurait des problèmes d'accident, des problèmes d'effondrement, enfin des questions. Explosion de bouteilles pour le. C'est effectivement le cas pour la Champagne. Hein. Aujourd'hui, notre cahier des charges nous interdit de réutiliser une bouteille parce que la bouteille contient 7 barres de pression et que effectivement tous les microchocs, etc., qui ont lieu pendant les transports, l'élaboration, rendent le réemploi beaucoup trop dangereux en réalité. Donc on travaille sur d'autres éléments, sur l'ajout de contenu recyclé, etc., dans les bouteilles, mais on a baissé le poids de 900 grammes à 835 grammes il y a quelques années. C'est quelque chose qui se fait vraiment au niveau de la filière. Et sur lesquels on continue à travailler, mais c'est vraiment des choses de très long terme. Il reste des obstacles techniques pour certains types de bouteilles précis. Juste pour revenir sur le poids de la bouteille à usage unique. On mentionnait tout à l'heure que le poids minimum c'était 430, mais j'ai au sein de mes clients des metteurs en marché qui utilisent des bouteilles à 300 grammes. Donc ça existe des bouteilles ultra légères qu'on peut utiliser, qui adressent les MDD. Et les MDD, ça n'est pas non plus des bouteilles qui sont destinées à... Enfin, c'est des bouteilles d'entrée de gamme, qui s'entrechoquent beaucoup, qu'on retrouve dans les rayons de supermarché. Et pour autant, si l'AGD utilise en tout cas ce type de bouteille, c'est qu'il y a un retour sur expérience et ils savent que c'est assez résistant pour l'usage qu'il en est fait. Maintenant, je rejoins le fait que il y a certaines catégories sur lesquelles on ne peut pas forcément réduire un maximum, mais il y a quand même un travail à faire. Sur le réemploi, aujourd'hui, il y a un consensus plus ou moins établi sur le fait que la bouteille ne doit pas être inférieure à 500 grammes, mais ça reste également un retour d'expérience de certains metteurs en marché. Mais ce qui ne veut pas dire que demain, les verriers ne pourraient pas travailler justement sur l'amélioration
de la réduction du poids de ces bouteilles-là en allant chercher justement des points de résistance là où il le faut, en allant ajouter du poids sur la bouteille, sur le col par exemple, où on sait que c'est très fragile, et réduire là où ça n'est pas fragile. Donc je pense que les verriers aussi ont leur part à jouer, et je pense qu'ils y travaillent déjà, pour arriver à trouver une bouteille réemployable et qui soit plus légère. Il y a d'autres questions. Est-ce que... ou alors vous parlez... Merci. On a beaucoup parlé de la bouteille en verre, mais la question, c'est les matériaux alternatifs, donc des autres types d'emballage ou des autres types de contenants. Pourquoi pas faire transporter du vin dans des grands containers? Je sais qu'il y a des problèmes avec les appellations. Enfin, bref, repenser le problème différemment plutôt que d'essayer de s'adapter avec des solutions qui sont très bonnes, mais voilà. Est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin sur tout ça? À part réduire le poids de la bouteille en verre ou la consigner éventuellement, est-ce qu'il y a effectivement des alternatives? En fait, je sais qu'il y a des alternatives et que voilà, il y a ici des gens qui testent plein de choses différentes. Les bouteilles en PET, le transport par voilier, enfin, il y a plein de choses possibles. Est-ce que c'est des leviers qui vous paraissent intéressants et voilà, où en êtes-vous sur ce sujet-là? Alors effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui existent dans toutes les régions viticoles. Vous avez parlé du PET, il y a les canettes. Voilà. Tout ça dépend énormément des marchés auxquels s'adresse le vin. Ça dépend aussi de combien de temps on veut conserver le vin, parce que d'un matériau à l'autre, évidemment, on ne va pas avoir la même durée de conservation, la même qualité derrière. Et il y a un énorme changement de pratique au point de vue consommateur aussi à réaliser. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, changement d'habitude, casser un petit peu les codes, des choses comme ça. Donc les initiatives existent de manière ponctuelle. Il y a des expérimentations en cours. On prend toutes les bonnes idées, on les essaye, on voit le plus, le moins. Il y a la partie économique, bien sûr, aussi. D'un point de vue carbone, mais autre sujet, je prends l'exemple de la canette. Est-ce qu'on va préférer une canette qui sera certainement plus légère, mais avec un matériau comme l'aluminium qui pose question aussi d'un point de vue extraction, recyclage, tout ça? Il y a toutes ces questions à prendre en compte. Ce n'est pas uniquement le poids ou le coût. L'impact environnemental, ce n'est pas que le carbone. Exactement. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, effectivement. D'autres sur cette question-là, vous n'avez pas fait de bouteilles en plastique chez OE, c'est pas... Non, nous, on n'a jamais fait de bouteille en plastique, mais là où je vous rejoins, c'est qu'un des enjeux, c'est quand même de tester, itérer, regarder, mesurer aussi, parce qu'il y a toujours les fausses bonnes idées. Nous, on a testé, par exemple, la livraison en péniche entre Lyon et Paris. On teste plein de choses, on essaye. Ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai dans les mains, quel est mon bilan carbone, qu'est-ce que je peux couper, faire moins, faire mieux, faire différemment. C'est cette logique-là d'état d'esprit qu'il faut réussir à avoir. Il y a aussi des aspects que vous ne contrôlez pas. Enfin, c'est pas vous qui gérez le transport, qui allez mettre en place le frais, enfin les camions sur les trains. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà, non, mais tous ces aspects-là, en fait, ça dépasse la filière viticole aussi. Donc, oui, tout à fait. Mais pour autant, on peut au moins poser la question, demander est-ce que ça existe, et bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais être acteur du changement, quoi. Non, on a testé chez Galoupé un produit qui est effectivement dans une bouteille en plastique, la bouteille Nomade. Donc voilà, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps, donc c'est toujours... Du rosé, c'est ça? C'est du rosé de Provence, oui, tout à fait. Et quant aux différentes alternatives en matière de transport, effectivement, on est en partenariat avec Neoline pour développer les cargos à voile du futur, pour transporter 4 millions de bouteilles de cognac dès 2025 entre la France et les États-Unis. Donc on réfléchit effectivement à l'ensemble du périmètre, et on essaie de trouver, même quand on se dit la voie maritime, c'est potentiellement une de celles qui pollue le moins, ou en tout cas moins que l'aérien. Là aussi, on essaie de trouver des réductions des émissions de gaz à effet de serre. je me souviens, quand on a discuté avant la discussion, on m'avait dit en fait tous les leviers, vous activez tous les leviers en fait pour atteindre les objectifs. Il n'y a pas de petites solutions, ça n'existe pas quoi. Pas de priorité, tout est prioritaire. On regarde tout, de la plantation des haies au mode de transport. Donc tout est absolument crucial si on veut atteindre notre objectif de réduction de 50% sur tous les scopes en valeur absolue. Ok.
Alors, je crois qu'on a dépassé le temps. Donc, voilà, je pense que vous êtes encore là un petit moment s'il y a des questions. Voilà, merci à vous. Voilà, à bientôt. Merci.